Bonjour mes amis, bienvenue à une nouvelle conférence du GRISOF. Avant de débuter, j'aimerais au nom de toute l'organisation du GRISOF vous souhaiter à tous et chacun une très bonne année 2023 avec succès dans vos entreprises professionnelles et personnelles. Cette année, nous allons avoir un programme extrêmement intéressant, tout comme les 2 dernières années. Et on va commencer ce nouveau cycle 2023 avec une conférence que j'appellerais Canon, c'est-à-dire qu'elle représente très très bien ce que le GRISOF est et ce qu'il peut faire et puis là où on s'en va. Donc aujourd'hui, on va parler sciences ouvertes. On va parler sciences ouvertes avec trois ténors de la science ouverte. La première personne, c'est la professeure Marie Collier, qui est professeure d'anthropologie à l'Université d'Artois, en France. Elle va nous dresser un tableau, je dirais, général, avec un petit peu d'historique sur la science ouverte. Le deuxième intervenant, c'est le professeur émérite et philosophe et spécialiste de l'Afrique, ancien recteur de l'Université Omar Bongo à Libreville au Gabon, j'ai nommé le professeur Bonaventure M.V. Ondeau, qui a aussi été dans les hautes sphères au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Finalement, le cycle d'aujourd'hui va se terminer avec le professeur émérite de pneumologie, le professeur Étienne Lemarié, qui est lui aussi un ténor de la science ouverte et il va placer le contexte de la science ouverte avec ses réalités pratiques, un petit peu ses difficultés. Donc, nous allons tout de suite débuter. La conférence est enregistrée. Pour ceux qui voudront poser des questions, vous avez le chat. Et puis 20-25 minutes par présentation et après ça, nous aurons une période de discussion. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Colli et je vais activer le partage d'écran. Donc, merci Yves. Donc, effectivement, la question de la science ouverte, c'est une question qui est importante de traiter parce que finalement, si on entend beaucoup ce terme, peu de personnes ne savent vraiment ce que cela recouvre. Et donc, en quelques traits, en quelques diapos, on va essayer un peu de redessiner le cadre dans lequel s'exerce et se définit la science ouverte. Alors, ce qu'il faut dire en premier, que c'est tout de même quelque chose de très important, c'est un mouvement mondial, un mouvement mondial de la science ouverte. Évidemment, si on parle de la science ouverte, on parle particulièrement de l'accès à la science et la diffusion de la science. Donc, deux points déjà importants qui entourent la question de la science ouverte. Alors, dans cette diapo suivante, une présentation de l'UNESCO qui nous dit la science ouverte établit un nouveau paradigme qui intègre dans l'entreprise scientifique des pratiques de reproductibilité, de transparence, de partage et de collaboration, résultant de l'ouverture accrue des contenus, des outils et des processus scientifiques. Bon, vous voyez, cette définition est un peu complexe, mais nous allons peu à peu essayer de revenir un petit peu et voir ce que cela recouvre. Simplement, déjà au niveau de l'ambition de la science ouverte a pour objectif de faciliter un accès sans entrave et rapide aux résultats de la recherche scientifique. C'est un premier point. Dans ce sens, ça permet aussi de démocratiser l'accès au savoir, faire en sorte que le plus grand nombre de personnes, de chercheurs et autres de la société civile puissent avoir accès au savoir. Augmenter l'efficacité de la recherche en permettant que les données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est la notion de faire qui devient un principe de la science ouverte. Et améliorer la qualité de recherche au travers d'une science plus cumulative, plus fortement étayée par des données plus transparentes. Donc là, on voit transparence, intégrité, etc. Donc vous voyez un certain nombre de mots-clés qui sont sous-jacents sur lesquels il faudra revenir un à un. Et ces mots-clés, j'en énumère quelques-uns: libre accès, données ouvertes, logiciels libres, matériel ouvert, évaluation ouverte, participation des acteurs de la société, ouverture à la diversité des connaissances. Vous voyez que ces points, finalement, ont parfois peu de rapport entre eux, mais qu'ils se croisent et ils ont tous leur importance.
Alors, pour réexpliquer encore plus la question de la science sauvage, il faut revenir sur un contexte général, parce que depuis quelques années, il y a des transformations absolument radicales qui ont impacté la recherche scientifique et des enjeux ont émergé. Et il est bien de revenir un petit peu sur ce mouvement un peu qui a émergé et qui a engendré ce mouvement de la science ouverte. Donc, un mouvement général. Tout d'abord, en revenant sur une dimension technologique avec Internet, hein, et les outils numériques qui vont instituer un nouveau rapport à l'espace-temps. Et cette dimension technologique, elle ne peut pas se dissocier avec une dimension idéologique, parce que l'on voit, si vous voulez, qu'à l'origine, Internet et les outils numériques ont été pensés avec, je dirais, des idéologies particulières, hein, militantes, libertaires, etc. Mais il y a aussi des chercheurs pionniers en la matière qui ont œuvré un petit peu à ce développement, à la recherche et aux outils numériques. Donc, dimension technologique, dimension idéologique, dimension pratique aussi, puisque au niveau de la recherche, on va voir poindre des notions d'horizontalité plutôt que de verticalité, de collaboration, et ça va transformer un peu les pratiques de recherche. Dimension aussi sociale, puisque la société se transforme, elle s'organise en réseau et on se dirige et on y est déjà pleinement dans la société de la connaissance. Enfin, économique, puisque ça repose la question du modèle de l'édition et des valeurs autour de la science qui ont émergé, puisque un courant est arrivé pour expliquer que la science était absolument importante et incontournable pour favoriser l'innovation, mais aussi, de ce fait, la croissance économique. Donc, vous voyez, ce mouvement général dit très rapidement technologique, idéologique, social, économique, montre qu'il y a vraiment un véritable changement de paradigme si l'on veut penser la science et la recherche aujourd'hui. Voilà, donc ce mouvement général s'appuie aussi sur un contexte particulier. Et donc, ce contexte particulier, on l'a vu avec le Covid, qui a ravivé un certain nombre de questionnements, d'interrogations et même de tensions, et qui a permis un peu de revenir et de réfléchir sur les aspects structurels de la recherche. Hein. On a re-questionné la recherche, la manière dont elle fonctionnait, profondément. Alors, il y a différents aspects qui ont contribué à cette re-interrogation. Tout d'abord, la crise de confiance envers la science. Hein, la Covid a révélé l'état de la recherche en santé et ses conséquences, hein, puisque certains n'avaient pas accès aux informations et il fallait les avoir à l'instant T. Bon, des dérapages aussi qu'on a pu voir qui ont produit des effets en chaîne et donc qui a nécessité de revenir sur des aspects comme le financement de la recherche, l'insatisfaction des chercheurs, enfin plein de points comme ça. Ensuite, on voit comme aspect les fausses informations sur lesquelles il faut lutter et qui se diffusent et comment justement réagir à cela. Et donc, un certain nombre de constats ont été donnés. Et parmi ces constats, on s'est rendu compte des disparités géographiques de publications, de l'hégémonie de l'anglais avec la difficulté pour beaucoup de chercheurs encore d'avoir accès aux recherches en cours. Et évidemment, tout cela, ça peut impacter même la pratique médicale, l'impact sur la santé des populations et les contraintes sur les chercheurs. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, les évolutions technologiques et notamment l'évolution rapide du traitement automatique du langage qui re-questionne un petit peu quelques implications techniques, puisque un travail est fait aujourd'hui sur le rapprochement des langues et un certain nombre d'initiatives sont menées autour du rapprochement, par exemple, des langues hispanophones. Donc, on voit qu'il y a une reconfiguration un petit peu et un re-questionnement autour de la question de l'hégémonie linguistique pour davantage de plurilinguisme. Voilà, donc un contexte de crise de confiance,
de dérapages sur lesquels, qui ont re-questionné un petit peu la recherche en tant que telle, une nécessité finalement de penser que la science est plus que jamais indispensable, et on voit la question de l'édition et de la publication au centre, avec la question de l'anglais et de l'évolution rapide des applications technologiques. Voilà, donc ce mouvement général, ce contexte particulier nous fait revenir un petit peu pour mieux comprendre encore où en est la science ouverte, ses origines et comment ça a évolué. Donc on se rend compte, si vous voulez, il y a des mouvements principaux. Simplement à l'origine, en fait, ce sont les chercheurs tout d'abord, les mathématiciens, qui ont pensé, imaginé, mis en œuvre la question des archives ouvertes pour partager un peu leurs travaux et développer un petit peu leurs travaux scientifiques. À côté de ça, il y a eu les bibliothécaires qui finalement ont mené un mouvement contre les tarifications et les dépenses documentaires qui étaient de plus en plus importantes. Donc vous voyez, dans les années 90, c'est plutôt le mouvement des chercheurs et des bibliothécaires qui a été à l'origine de la science ouverte. Et puis ensuite, ce mouvement s'est peu à peu structuré dans les années 2000, reprise politiquement à l'international et mise en place de textes fondateurs, par exemple des déclarations sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais sur lesquelles peut-être vous pourrez consulter. Donc, déclaration de Bucarest, charte de l'UNESCO que l'on a vue en premier lieu, et puis voilà, donc plutôt des textes, hein, des recommandations internationales. Et à partir de 2015, on se rend compte que les États, les gouvernements reprennent un peu cette question, les institutions reprennent aussi ces questions. Et par exemple, en France, nous avons la loi pour la République numérique, et c'est là où on retrouve les principes FAIRE, facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable, qui sont les principes de la science ouverte et qu'on essaye d'intégrer dans la question de la recherche scientifique. Donc, je passe sur les différents plans stratégiques, les chartes, etc. Dans la suivante diapo, on parle de la charte de l'Institut Pasteur. Ce que l'on rencontre, si vous allez sur Internet, c'est que des chartes, il y en a de multiples, tout le monde a sa charte sur la science ouverte, et on voit un lot de recommandations pour la sensibilisation et le développement de la science ouverte. Mais au final, on se rend compte que finalement, les visions un peu s'entremêlent, puisque l'aspect, si vous voulez, mise en place de la science ouverte à partir des chercheurs ou à partir des bibliothécaires, ou alors reprise par les institutions, les gouvernements ou par des recommandations internationales, tout ça, ça fait, si vous voulez, beaucoup de choses. Donc, ça nous incite à réfléchir sur la question. Mais on se rend compte tout de même qu'il n'y a pas je dirais, de texte définitif. On voit qu'il y a tout de même un certain nombre de fluctuations pour diminuer le poids de certains acteurs dans la question de la science et de la recherche scientifique, qu'il y a des négociations qui se font avec différents acteurs pour un système le plus ouvert possible, mais il y a des paradoxes, par exemple avec les éditeurs, etc. Et donc, il y a plein de choses, de paradoxes à résoudre et de choses en tension qu'il faut un peu questionner et résoudre, en sachant qu'aujourd'hui, le but principal, c'est de reconquérir un petit peu la maîtrise de la communication scientifique. Voilà donc pour un arrière-plan très rapide, en quelques minutes, sur la science ouverte, son développement et puis un petit peu son évolution aujourd'hui. Et finalement, cette vision un peu, cet arrière-plan nous sollicite pour, comment dire, en faire quelques conclusions, quelques constats provisoires, parce que nous, chercheurs, que doit-on retenir de tout cet arrière-plan? Donc, on peut dire que c'est un mouvement inéluctable, hein, un mouvement inéluctable, et donc, eh bien, il faut, comment dire, le prendre en compte. On se rend compte que la science ouverte, eh bien, est d'une part inéluctable, mais que personne, finalement, ne peut s'opposer à un mouvement où, finalement, la science ouverte permettrait un accès plus facile, hein, et une diffusion plus facile
pour tous les chercheurs et même les chercheurs les plus isolés, on se rend compte que si c'est une recommandation internationale, eh bien, tout de même, les pays ne l'appréhendent pas de la même manière. On se rend compte qu'il y a des décalages entre les pays. Pour les uns, par exemple, les pays riches, eh bien, la question pour eux, c'est le développement des outils technologiques, des outils juridiques et peut-être pouvoir s'appuyer sur une convergence des orientations ministérielles, universitaires, des chercheurs, etc. Pour d'autres pays, il y a beaucoup de défis à surmonter, le rôle des États, le financement de la recherche, les infrastructures et le réseau Internet et les chercheurs eux-mêmes. Donc on voit, si vous voulez, que la question des chercheurs prend toute son importance, surtout qu'il y a un contraste avec l'abondance des recommandations, mais la méconnaissance de tous ces enjeux par les chercheurs, parce que si l'on pose les questions autour de nous, eh bien, on se rend compte qu'on a peut-être entendu parler de la science ouverte, mais savoir déposer un texte sur une plateforme, ce n'est pas du tout évident. Et donc, le GRISOF, dans ce cadre, eh bien, là, met en avant une mission de sensibilisation et d'accompagnement sur cette question-là, d'une part en diffusant l'information, mais aussi par d'autres accompagnements tels que des ateliers de formation avec la possibilité d'accompagner les pratiques au quotidien, l'utilisation d'outils, etc. Ce dont vont parler donc mes collègues Étienne et Bonaventure. Donc je leur laisse la parole pour compléter un peu les points que j'ai évoqués, notamment sur la question de la francophonie, des inégalités, des fractures dans la production, la gestion et le partage de la production scientifique, du droit aux résultats des sciences, hein, sans doute que Bonaventure va nous expliquer tout ça, de l'ouverture hein, en termes de démocratisation du savoir, et puis vers finalement cette science ouverte qui pourrait devenir un bien commun. Voilà, je vous remercie. Il nous a quittés. Alors, merci beaucoup, Marie. Je vais cesser le partage. Je m'excuse, j'ai été interrompu. Il faut laisser le partage. Il faut laisser le partage. Tu veux que je laisse le partage, Bonaventure? Notamment l'avant-dernière diapositive. OK, d'accord, je m'excuse. Je vais remettre le partage. Non. Alors, j'ai la parole, cher Yves, ou pas? Oui, vas-y, mon ami, tu as la parole. J'essaie juste parce que j'ai un petit souci avec j'ai un problème de caméra, là, bougez pas. Je m'excuse. OK, donc tu m'as demandé, Bonaventure, l'avant-dernière diapo. C'est celle-là, oui, tout C'est à fait. Il faut celle-ci. la mettre OK, je en m'excuse mode du petit diapo. délai, là. OK, vas-y, mon ami. La parole est au professeur Bonaventure MV Hondo. Et je m'excuse pour le petit délai. Merci beaucoup, cher Yves. Merci, Marie. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, peut-être éclairer certains aspects. Je crois d'abord que ce qu'il faut peut-être dire, parce que le mot ouvert, qui est lié à la science ouverte, est un mot très important dont on ne voit pas toujours son histoire. Un grand philosophe qui s'appelle Karl Popper a écrit, et le livre a été traduit aux années 78, un beau livre qu'il a intitulé La société ouverte et ses ennemis. C'est celui qui a, au fond, ouvert le concept de société ouverte. Pourquoi la société ouverte? Il opposait cela en reprenant
la classification de Bergson qui distinguait les sociétés fermées et les sociétés ouvertes. Les sociétés fermées, les sociétés traditionnelles où il ne se passait pas grand-chose, et des sociétés ouvertes qui étaient au fond des sociétés modernes fondées sur les valeurs de démocratie, etc. Donc il est important de revenir à ça pour comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de sciences ouvertes et pourquoi c'est un concept majeur dans le nouvel ordre mondial de la science, dans le nouvel ordre mondial de la connaissance. C'est très important. Alors ensuite, la deuxième chose, comment moi, je suis arrivé à devenir militant de la science ouverte. Yves l'a rappelé tout à l'heure, j'ai pendant 18 ans travaillé à la francophonie, notamment à l'Agence universitaire de la francophonie, et l'une des premières choses qui m'a frappé dans un espace, je dirais, de partage des universités, c'est que nous avions certes des mêmes institutions, mais l'accès au savoir, comme la production des savoirs, comme la gestion et le partage de ces savoirs n'était pas du tout le même. Il suffit de raconter qu'aux années 80, et tous les gens qui viennent des pays du Sud s'en rappellent, aux années 80, quand on voulait faire une thèse, je dirais à Libreville ou à Abidjan, il fallait prendre son billet d'avion, prendre des mois, voire des années, aller en Europe pour travailler et réaliser sa thèse. Or, cette situation dénotait donc une fracture scientifique énorme. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas accès aux documents, on n'avait pas accès aux fichiers des thèses qui existaient dans les universités du Nord, etc., etc. Nous avions de jeunes universités où il n'y avait pas encore véritablement de données. Ensuite, c'est ainsi qu'en 2005, j'ai écrit un petit fascicule qui s'appelle Afrique, la fracture scientifique. Cette fracture scientifique n'était pas seulement une fracture physique, elle était une fracture bien sûr liée à des questions épistémologiques, comment faire la science aussi dans des langues africaines. Elle était aussi une question idéologique. Est-ce qu'on allait rester dans une logique, je dirais, coloniale ou néocoloniale, où il y avait des universités ou des centres de production de la science au nord et des lieux de détection, en tout cas de recherche des premiers éléments pour élaborer cette science au sud. Donc, cette fracture avait donc un certain nombre de vices. Ensuite, il fallait regarder aussi, nous étions dans des sociétés où essentiellement la démocratie fonctionnait au nord, mais pas tout à fait en Afrique, ce qui posait aussi un certain nombre de problèmes en termes même d'accès et de production des savoirs et même de promotion des acteurs du savoir. Bref, on était dans une situation de fracture et il a fallu commencer à dénoncer ça. J'avais même appelé, pour certains qui s'en rappellent, j'avais même appelé ça apartheid scientifique pour montrer justement les chocs que cela arrivait à produire. Alors, quand on a regardé ça au niveau de l'agence universitaire, à l'époque, on a donc ouvert deux logiques. Je dirais même trois logiques. La première logique, c'était bien sûr de permettre aux chercheurs du Sud de trouver des lieux, des espaces où ils pouvaient accéder via les nouvelles technologies au savoir produit partout dans le monde. Ça a été les campus numériques. Ces campus numériques, j'ai eu la chance et le bonheur de conduire ça sur quasiment tous les pays africains pour les installer dans tous les pays francophones africains, dans un premier temps. Ensuite, la deuxième logique, et donc ça a été donc des lieux d'accès à ce savoir. Ensuite, la deuxième logique, ça a été au fond de dire, oui, la science se pratique aussi un peu en Afrique, mais pour que ça booste, pour que ça accélère, il fallait donc monter ce qu'on a appelé des pôles d'excellence, des pôles de recherche d'excellence, où sur des thématiques, eh bien, des chercheurs se retrouvaient ensemble autour des laboratoires, en association de laboratoires, pour avancer un peu plus vite. La UF a appuyé cela pendant des années. Et le dernier volet, ça a été de créer aussi la communauté universitaire, notamment en Afrique, à partir des conférences des recteurs, à partir des missions d'enseignement des chercheurs interpays. Ceci a permis donc de créer des communautés dont le CAMES aujourd'hui est
l'une des meilleures expressions en termes de Dieu, de partage, en tout cas, et de promotion des acteurs de la science. Donc ça c'est la première chose qu'on pourrait dire quand on regarde aujourd'hui ce dispositif. Alors ensuite, comment j'en suis arrivé à aller travailler à l'UNESCO pour participer à cette recommandation? Bien sûr, depuis plusieurs années, l'UNESCO avait envie de proposer une recommandation, mais cela se bloquait par plusieurs logiques. Mais enfin, à partir de 2017-2018, je dirais une sorte de dynamique mondiale, tout le monde s'est retrouvé et on s'est retrouvé à pratiquement, je dirais, dans un réseau mondial de chercheurs où tous les pays étaient représentés. Nous étions dans nos réunions connectés, je dirais, à 700 et 800 enseignants selon les jours et chercheurs selon les jours, et dans tous les pays. Et ce que nous faisions à l'époque, c'est que les réunions avaient lieu de midi à 14h, heure française, ce qui permettait à tous les autres qui étaient dans tous les continents de se connecter. Et ça a abouti à ce texte qui est aujourd'hui, qui a été, je dirais, accepté, validé et signé par 194 pays membres de l'UNESCO. Donc c'est un texte majeur. Marie a précisé les mots-clés de ce texte-là, mais il faut voir que ce qui apparaît aussi logique d'abord dans ce texte, il n'a pas été toujours facile d'y arriver. Beaucoup étaient encore dans une logique de protection de leurs droits, beaucoup étaient aussi dans leur logique de proposition de leur statut. Bref, tout cela, il a fallu petit à petit pousser pour qu'on avance. Donc, on a aujourd'hui un texte qui est bien. Seulement, quand on regarde ce texte, il faut maintenant revenir donc aux questions fondamentales, ce que j'appelle les 5 questions fondamentales, à savoir pourquoi, comment, avec qui, pour qui, au profit de qui, finalement, et enfin, que faire avec la science ouverte. Donc voilà des questions qui me paraissent importantes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes ces questions, mais je crois qu'on voit déjà dans pourquoi la science ouverte, on voit donc déjà par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour commencer en disant qu'il y a de grandes fractures et que nous devons travailler à résoudre ces fractures-là. Ces fractures en termes de science, en termes de production de science, en termes de promotion de la science. Je peux vous, en termes de promotion, par exemple, je peux vous rappeler que, par exemple, dans un certain nombre de choses, à l'époque, par exemple, pour préparer les concours d'agrégation en médecine, en droit, en sciences économiques, etc., eh bien, certes, il y avait des encadreurs en Afrique, mais il y avait certaines universités et même institutions avaient monté des centres de formation en France, par exemple, pour former, préparer ces candidats. Et ce qu'on voyait souvent, c'est que les grands maîtres qui avaient pris en charge de former ces candidats regardaient souvent cela un peu avec condescendance et donc n'y envoyaient que leurs assistants et non pas eux-mêmes par rapport aux collègues qui venaient d'Afrique et dont souvent certains avaient des années de pratique d'enseignement, 15 ans, 20 ans, mais se retrouvaient avec de jeunes assistants en France qui avaient 15 ans de différence par rapport à eux, et cela créait pas mal de malentendus. Et on en est arrivé finalement, à force de casser toutes ces logiques, à faire en sorte que les centres de formation à des préparations au concours d'agrégation se tiennent en Afrique et soient encadrés par les Africains. Donc ça a été aussi des choses qui ont permis de mettre en place un certain nombre, en tout cas de résoudre un certain nombre de malentendus et de mauvaises pratiques qu'on retrouvait dans les dossiers. La deuxième chose qu'on voudrait dire aujourd'hui, c'est que dans ce processus de science ouverte, et c'est peut-être là l'une des choses qui n'a, certes ça a été dit dans la recommandation, mais qui aujourd'hui va rester un peu en panne, c'est au fond comment prendre en compte, je dirais, les productions, entre guillemets, scientifiques des
populations orales ou des populations traditionnelles. Et donc, comment on va faire ça? Ça fait partie, et là, je dirais, le GRISOF et tous les acteurs qui travaillent sur ces questions doivent réfléchir, parce que la recommandation, vous irez le chercher dans la recommandation de l'UNESCO, ça n'a pas été du tout facile. On dit simplement, on emploie des mots d'inclusion, on emploie des mots de responsabilité, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment on va faire. Donc, défendre les droits, c'est bien, mais comment le faire vraiment, ça va être un véritable problème. L'autre question, c'est, bien sûr, aujourd'hui, une question majeure, c'est pour qui, avec qui et au profit de qui. Alors, je dois dire, et là, je peux renvoyer à l'histoire, pour des choses qui nous paraissent aujourd'hui banales. Je me rappelle encore de l'époque où avoir une adresse Internet en Afrique coûtait le tiers du salaire d'un enseignant, tiers du salaire mensuel d'un enseignant. Aujourd'hui, tout le monde a une adresse mail et ce n'est plus un problème. Donc, vous voyez, on vient de très loin. Alors, aujourd'hui, l'une des avancées dont certains vont en parler, Marie a un petit peu ouvert la question là aussi, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de revues vont vers l'open access, donc le libre accès au numéro. Jusque-là, on avait une position qui était, on disait, bon, il faut attendre quelques années pour que le numéro soit disponible gratuitement, mais aujourd'hui, je vois par exemple avec Kern, avec qui je travaille, Kern aujourd'hui a libéré tous les numéros. Dès que le numéro paraît, tout est, libre, en libre accès pour tout le monde. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'excuses, notamment pour les chercheurs du Sud, etc., d'accéder aux travaux de recherche, mais il n'y aura plus non plus d'excuses pour les étudiants qui doivent améliorer et les enseignants pour améliorer leur bibliographie. Donc ça, c'est très important aussi. Je pense que, certes, les conséquences vis-à-vis des revues qui n'ont pas de moyens, vis-à-vis etc., il faudra réfléchir ensuite au modèle économique des nouvelles revues. Mais aujourd'hui, je pense que ce mouvement vers la démocratisation des savoirs est un mouvement majeur et qu'il est un mouvement mondial. La troisième chose, c'est que moi, je constate qu'il y a, par exemple, je parle par exemple de la revue Afrique contemporaine, au sein de laquelle je suis membre du comité de rédaction, et on est toujours très surpris de voir que ce n'est pas forcément les pays qu'on croit qui sont les premiers lecteurs, en tout cas qui accèdent le premier aux travaux qui sont publiés. Par exemple, aujourd'hui, quand on regarde les éléments que nous envoie Kern, on s'aperçoit que quasiment le deuxième pays qui accède à l'ensemble des numéros de cette revue, c'est Hong Kong. Et c'est curieux, ce n'est ni un pays francophone, c'est pourtant une revue où les travaux sont en français, et ce n'est pas un pays où la pratique du français est particulièrement développée. Donc il y a, on va trouver des choses tout à fait intéressantes. Peut-être la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la recommandation a été faite, elle a été adoptée par tous les pays. Quand on a dit cela, quand on a fait cela, on croit qu'on a tout fait. Non, c'est là où maintenant le travail commence. Et véritablement, en Afrique, on sort du congrès du CAMES de Libreville, où on a constaté que, tout ce qui a été signé par les États, et notamment les États africains là-dessus, aucun chercheur n'en était informé. Et au fond, aujourd'hui, il y a donc un travail important. Alors, est-ce que c'est les ministères, sont les ministres qui ont signé, je vous rappelle cela, est-ce que ce sont les ministres qui doivent informer, ou est-ce que des organismes comme le CRISOF, comme l'AUF, comme le CAMES ne doivent pas, je dirais, faire circuler cette déclaration pour que les chercheurs s'en imprègnent et visiblement s'en servent pour pouvoir avancer.
Je pense qu'il y a effectivement comment dire, quelque chose qui est important dans ce sens. Je pense aussi qu'il faut euh, que dans les universités, dans des lieux où on parle, comme l'exemple de ce qui s'est fait à Libreville, on doit parler de plus en plus de la science ouverte parce que les retombées sont à tous les niveaux. Et je pense que nous devons aller, par exemple, en regardant les prochaines échéances du CAMES dans les mois qui viennent et les grandes rencontres, à ce qu'il y ait au moins qu'on prévoit une table ronde ou quelque chose, une table ronde sur la science ouverte et sur ce que le CAMES peut faire autour de la science ouverte pour aider à ce que comment dire, nos pays avancent. Je voudrais enfin dire que sur ces questions que nous devons aider. La science ouverte a quelque chose de majeur pour nous tous aujourd'hui, c'est parce qu'elle remet en place comment dire, des logiques qui se mettent, elle met en place des logiques contre les égoïsmes, contre je dirais ce que l'autre appelait le mur de l'argent, pour au fond recréer une communauté scientifique ouverte, mais où le principe n'est pas, comment dire, le principe qui ne fonctionne pas sur le principe de domination par les mots de l'argent, par les mots d'autorité, mais beaucoup plus par le mot de la capacité à accéder à la connaissance, par la capacité à partager de la connaissance et la capacité à la distribuer. Donc c'est ça, au fond, la science ouverte pour laquelle, en tout cas, moi, j'essaie de promouvoir. La page, Je souhaite simplement que le GRISOF continue à pousser à ça, que nous devons nous battre avec le CAMES, avec tous les autres réseaux, je pense notamment les conférences des recteurs en Afrique, pour qu'on puisse véritablement aller dans l'appropriation et dans la traduction en actes au quotidien sur la science ouverte. Merci. Merci beaucoup, Bonaventure, pour cet exposé oral extrêmement bien fait et très, très instructif. Donc, si vous permettez, je vais cesser le partage et je vais passer la parole au professeur Lemarié. Si vous me donnez une petite seconde, je vais faire ça et je vais autoriser Étienne. Donnez-moi une seconde. Ben voyons donc. OK. Étienne, tu devrais être capable de pouvoir faire le partage de ton écran. Oui. Alors, je charge. Sélectionner le contenu à partager. On me demande de sélectionner le contenu à partager, mais je ne sais pas comment je fais. Ah oui, je sélectionne ici. D'accord. Et je ne peux pas partager, Yves. Ben, écoute, est-ce que tu voudrais me l'envoyer par courriel et puis je peux faire le partage et tu peux continuer? Oui. Écoute, je te l'envoie tout de suite. Je pourrais commencer mon exposé sans avoir les premières diapositives. D'accord. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Les aléas de l'informatique. Oui. Ah, elle est trop grosse, la pièce. Bon, je vais supprimer les premières. Mais habituellement, quand tu fais le partage, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur la fenêtre de GoToMeeting et tu sélectionnes à droite Applications. Et à ce moment-là, tu vas voir tout ce que tu as sur ton bureau et tu devrais être capable de sélectionner l'application que tu veux. Le document que tu veux partager.
Oui, alors attends, tu m'as dit que je vais donc sélectionner le contenu à partager et là, je vais... on me demande une autorisation de capture de votre écran. Tu m'as donné l'autorisation? Oui, je t'ai donné l'autorisation. Alors, je vais y revenir. Est-ce que tu veux le mettre sur WeTransfer et me l'envoyer? Oui, mais ça va... Alors, attends. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Excuse-moi. Alors, je recommence. Partager mon écran. Voilà. Écoute, je propose que tu débutes sans tes diapos si c'est possible et que tu me les envoies avec WeTransfer et puis je te récupérerai. Oui, je suis désolé Ah, c'est de ce retard, mais je n'y arrive pas. Alors, oui, mais go to transfert, ça ne va pas être immédiat. Alors, je vais supprimer un certain nombre de diapositives et ça va simplifier les choses. d'accord. C'est bon. OK, merci, je vais attendre et puis je vais activer le partage. Voilà, écoutez, je suis désolé du retard. Alors, je vais donc vous parler parmi les interrogations que vient de poser Bonaventure, il y en a plusieurs et moi je vais m'intéresser au comment. Donc, on a vu la déclaration de l'UNESCO et tu as récupéré les diapositives, Yves? Non, pas encore. Ok, mais c'est pas grave, j'ai commencé. Ce sont des diapositives que Marie a déjà passées. Elle a dit en permettant un accès sans entrave aux résultats de la recherche scientifique, la science ouverte a pour ambition de démocratiser l'accès au savoir, augmenter l'efficacité de la recherche en permettant que les données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, c'est ce qu'on appelle le FAIR, F-A-I-R, et pour ambition d'améliorer la qualité des recherches au travers d'une science plus cumulative, plus fortement étayée par des données plus transparentes. Autrement dit, il y a une question d'accès, d'efficacité et de qualité. À cette affirmation qui découle de la déclaration d'UNESCO, on pourrait rajouter aussi bien au nord qu'au sud. Et c'est peut-être ça le problème. Bonaventure vient d'insister sur le fait qu'au nord et au sud, les conditions n'étaient pas les mêmes jusqu'ici
Et est-ce que le fait que la science, qu'on soit dans une politique de science ouverte, est-ce que ça résout les problèmes? Certains, oui, assurément, en ce qui concerne la diffusion, l'accès au savoir, c'est ce qu'a dit Bonaventure. Mais est-ce que ça augmente l'efficacité de la recherche, la qualité des recherches? Est-ce que en particulier, facultés du Sud peuvent diffuser largement leurs travaux? Autrement dit, est-ce que la science est ouverte aux travaux du Sud? Ce sont tous ces problèmes que nous allons voir. Alors, le GRISOF s'est donc penché sur ce problème, c'est une des missions essentielles du GRISOF, et c'est Marie qui dirige les opérations, en quelque sorte, concernant la science ouverte. Et les objectifs au niveau du GRISOF, c'est d'une part de faciliter la publication de qualité. C'est un de nos axes prioritaires avec le CAMES, et aussi de proposer des formations en matière de documentation, de rédaction médicale et de sensibilisation à la science ouverte. Donc, à la fois un objectif d'améliorer la qualité et d'autre part, proposer des formations. Alors, dans quel contexte tout cela est né? Marie en a déjà parlé. La pandémie a impacté la publication du fait du rythme exponentiel des publications, du fait de l'apparition des revues prédatrices à la faveur du numérique, et on estime à l'heure actuelle qu'il y a 10 000 revues répertoriées, et par ailleurs 30 000 revues prédatrices, donc 3 fois plus. Et tout ceci a des incidences sociétales, des biais et des interprétations, c'est source d'interprétations fallacieuses. Enfin, on est dans une époque de contestation de la science. Alors, sur quel point nous sommes-nous penchés au niveau du GRISOF? Il y en a 4. Celui des revues prédatrices, celui des prépublications, celui de la qualité des publications et enfin l'intégrité scientifique. Pour ce qui concerne les revues prédatrices, on a élaboré une plaquette qui détaille ce que c'est qu'une revue prédatrice, comment éviter des revues prédatrices, comment ne pas tomber dans les pièges des revues prédatrices. Et cette plaquette est sur le site grisof.org à la disposition de tout le monde. Il faut dire que ça n'est pas évident. Je citerai simplement un exemple. Récemment, on a reçu une lettre d'un chercheur de Montréal qui nous a dit, ben voilà, j'ai envoyé un article à une revue qui s'appelait l'International Journal of je ne sais quoi. Je pensais que c'était une revue de très bonne qualité et en fait, je m'aperçois que c'est une revue prédatrice. J'ai voulu retirer le texte et sur ce, on m'a menacé de poursuites, etc., de discrédit de mon laboratoire. Que faire? Donc, les revues prédatrices, ça intéresse tout le monde et encore une fois, il y a 3 fois plus de revues prédatrices que de revues officielles, ce qui pose un énorme problème. Comment différencier tout cela? Et fort heureusement, les bibliothécaires sont très avertis de ces problèmes. Maï Samaha de Beyrouth, qui est là aujourd'hui et qui tout un réseau de bibliothécaires a beaucoup œuvré pour que les conservateurs des bibliothèques soient sensibilisés à ce problème. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à aller voir votre conservateur, le conservateur de votre bibliothèque. Pour ce qui concerne les prépublications, alors ça c'est peut-être quelque chose de plus récent. Qu'est-ce que c'est qu'une prépublication? C'est aussi ce qu'on appelle un préprint, ce qu'on appelle également une version soumise, un article original non relu. Il y a différents termes. Et ces préprints, ce sont finalement des articles qui sont à différents stades avant publication. Premier exemple, il n'a jamais été évalué ou révisé. Deuxième exemple, c'est un article qui est en cours de relecture par des pairs, donc pas encore évalué ou définitivement révisé. Troisième possibilité, il a été déposé simplement sur une plateforme et vous pouvez déposer librement un article, quel qu'il soit, sur des plateformes et elles sont extrêmement nombreuses.
et les articles peuvent stationner sur ces plateformes pendant un temps indéterminé. Quatrième possibilité, vous pouvez déposer des données originales, des cas cliniques, des données de recherche, des commentaires, des éditoriaux, d'analyse de livres ou d'articles, donc c'est très large. Ce que souligne Hervé Maisonneuve, qui fait partie de notre comité éditorial du GRISOF, c'est que les préprints sont des rapports préliminaires, non certifiés par les pairs. Ils ne doivent pas servir à orienter la pratique clinique ou les comportements et ils ne doivent pas être présentés dans les médias comme des informations établies. Et on a vu ça de nombreuses fois durant la pandémie Covid, c'est-à-dire que des informations non validées circulaient à toute vitesse au niveau des médias. Est-ce que les diapositives passent maintenant, Yves, Oh, ou oui, ça pas? va, là. J'essaie de te suivre. Je suis rendu à la numéro 5. D'accord. Tout à fait. Alors, voilà, les prépublications, c'est ce dont on vient de parler. Alors, sur cette plaquette diapositive suivante, vous avez tous les détails, quelles sont les voies possibles pour la diffusion d'une prépublication, en fonction du fait que l'auteur souhaite soumettre son article à une revue pour publication et qu'il le dépose provisoirement en tant que prépublication, ou alors il ne souhaite pas soumettre son manuscrit à une revue. Voilà, il y a différents cas de figure et vous avez ici 10 conseils pour soumettre ces prépublications. Cette plaquette a été réalisée par Maï-Sama avec Olivier Armstrong, Hervé Maisonneuve, enfin tout un groupe faisant partie de notre comité éditorial du GRISOF. Et c'est disponible sur le site du GRISOF. Un autre point est celui de l'évaluation des publications. C'est un point auquel Yves est particulièrement attaché. On sait que cette évaluation des publications est essentielle puisque, comme vous savez, elle a une incidence sur les carrières, sur le financement de la recherche, l'orientation et les pratiques de celle-ci, et puis la vie et le devenir des instituts et des laboratoires de recherche. Cette évaluation a un impact socio-économique et culturel. À l'heure actuelle, vous savez qu'on est dans une civilisation du publish or perish, c'est-à-dire publier ou périr, donc la tracocitation, et c'est une évaluation bibliométrique. Cette évaluation bibliométrique entraîne des excès et des dérives. Donc, il y a tout un travail vers lequel il faut se pencher parce que cette dérive est née des prépublications et c'est quelque chose sur lequel on va certainement se pencher dans l'avenir, qui est très important. Je voudrais terminer en parlant de l'intégrité scientifique. C'est un point qui intéresse plus particulièrement Hervé Maisonneuve, qui fait partie de notre groupe. Et je reprendrai simplement ce que disait Pierre Corvol, qui a été pendant jusque récemment président de l'Académie nationale de médecine. Il disait dans un article récent, sans recherche, il n'y a pas de progrès. Le devoir de recherche nous concerne tous. La recherche est pratiquée avec rigueur et honnêteté par la très grande majorité des chercheurs. Il existe un contrat de confiance tacite entre les chercheurs et la société. Contrat de confiance tacite, c'est très important. Et tout manquement à l'intégrité scientifique, toute vérité biaisée, falsifiée, rompt ce contrat et entraîne des conséquences graves au niveau sociétal. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne. Je vais cesser le partage. C'est bon. Ben, écoutez, la discussion est ouverte. En fait, ce qu'on réalise lorsqu'on parle de science ouverte, j'aime bien comparer la science ouverte à une boîte. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de construire la boîte pour que cette boîte-là soit transparente, soit accessible, donc une boîte avec des côtés de miroir, etc. Mais en ce moment, on ne sait pas trop comment meubler cette boîte-là à l'intérieur. Et pour en avoir discuté avec plusieurs, je pense qu'il y a un consensus
On apprend en sciences ouvertes au fur et à mesure qu'on progresse dans le phénomène de la science ouverte. Donc voilà, la discussion est ouverte. Ceux et celles qui veulent parler, je vous inviterai peut-être à allumer votre caméra, lever la main, enfin vous faire reconnaître et puis ça va me faire plaisir de vous passer la parole. Vous pouvez, si le voulez, aussi laisser des commentaires dans le chat pour ceux qui préfèrent. Je vois plusieurs personnes. Je vais tenter une ligne. Je vois une dame, Minata Traoré, Madame Traoré. Est-ce que la conférence d'aujourd'hui vous interpelle? Est-ce qu'elle vous fait penser à des choses? La parole est à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers participants. Tout d'abord, je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année 2023 et que cette année, nous la passions dans la santé, la joie et la paix du cœur et que tous nos projets soient réalisés. En tout cas, ça m'intéresse, c'est ma première fois de participer à ce meeting-là. Parce que je n'avais pas l'information. Peut-être que mon adresse email n'avait pas été bien saisie. C'est ma collègue, Madame Koulibaly Cécile, qui m'a envoyé un message avant-hier, on s'est appelé même, et qui m'a dit que, bon, il y a monsieur le marié qui fait chaque fois des messages par mail, tout ça. Là. Je dis, je ne reçois rien. Et maintenant, j'ai pu contacter monsieur lui-même. Et bon, voilà, j'ai reçu le lien hier, j'ai reçu le message hier. Et voilà que je me suis connectée. Comme j'ai pris le train en marche, j'espère que nous sommes tous dans le même bateau, embarqués dans le même bateau, parce que c'est après le colloque de Cotonou qu'on a vraiment vu l'ampleur et la nécessité d'entrer dans le bateau de la science ouverte. Et je pense que au niveau de nos structures, auprès de nos enseignants, chercheurs, auprès de nos étudiants, en tout cas, soyez rassurés que nous ferons tout possible pour que le mouvement de la science ouverte soit une réalité au Burkina Faso. Merci beaucoup et je vous passe la parole. D'autres commentaires? Mais je vois que tu es là. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Bon, comme je viens de me connecter, en fait, ma connexion n'était pas stable. J'ai suivi juste la partie, le préprint. J'ai quand même pu suivre ça. Et puis les revues prédatrices. Bon, je ne sais pas si il y aura un retour de tout ce qui a été dit, si on aura le compte rendu. Peut-être suite à ça, je pourrais peut-être vous envoyer un mail ou bien vous contacter. Écoutez, pour tout le monde, la conférence va être déposée sur un lien YouTube. Et si vous consultez un des bulletins, n'importe quel bulletin du GRISOF, vous allez voir que le lien est là. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir accès à l'ensemble de toutes les conférences que nous tenons depuis 2 ans. Il y en a, je ne sais pas combien, là, une centaine. Donc, vous avez juste à choisir celle qui vous intéresse et puis elle est disponible et c'est tout à fait gratuit. D'accord. Donc, tantôt, je demandais si May avait un commentaire. May, est-ce que tu veux prendre la parole un petit peu? Oui, bonsoir, ça va. C'était bien. J'étais un peu en retard, j'ai pas eu le temps d'entendre aussi la présentation de Marie. Mais en tout cas, tant qu'il y a le YouTube et le recording, je pourrai revoir tout ça. Alors, on travaille pas mal à la bibliothèque, surtout avec cette histoire de revue prédatrice. On reçoit presque tous les jours des cas comme ça, des messages, des enseignants qui viennent me demander est-ce que cette revue est indexée, est-ce que c'est une revue prédatrice. Alors, comme Étienne avait dit, il y a plus
de revues prédatrices que de revues indexées, effectivement. Et sinon, il n'y a rien à ajouter. C'est excellent comme présentation. J'ai essayé de diffuser l'annonce auprès de mes collègues, les amis, mais malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de participants de notre côté, de Beyrouth. Mais peut-être le temps, parce que c'est à 16 heures, et chez nous, à 16 heures, ils terminent le boulot, ils quittent, c'est pour ça. OK. Peut-être si c'était un peu plus tard, il y aurait plus Mais ils vont de pouvoir participants. l'écouter en différé, ça pose aucun souci. Merci, May. Je vois Oui, qu'il y a une main levée. Professeur Violaine Lemay, vous avez la parole. Activez votre micro, professeur Lemay. Bonjour, je voudrais m'excuser à tout le monde. Je ne peux pas ouvrir ma caméra. Je suis en convalescence et donc encore en pyjama. Alors, je crois que Bonne convalescence, Violaine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mon premier retour à la vie un peu depuis plusieurs semaines. Je voudrais appuyer sur cette phrase qu'a eue Étienne sur les liens profonds qu'entretient le GRIZOF avec le contrat de confiance tacite des sociétés, entre la science et les sociétés. Je crois que ça, c'était une petite phrase, mais c'est très, très profond, très, très porteur pour le GRIZOF. D'une part, parce que quand on se souvient, tous les grands penseurs qui se sont penchés sur la nature de la science ont rappelé le fait que tout producteur de science présume et prend pour acquis qu'il va travailler pour l'intérêt général de la communauté, de l'humanité. C'est très explicite dans les travaux de Auguste Comte, par exemple, qui disait chaque producteur de science contribue à l'avancement du devenir de l'humanité. C'est nécessairement positif pour tous. Nous sommes dans une période où actuellement, c'est vrai que ce contrat de confiance est remis en question. Quand il y a des gens aux États-Unis comme Donald Trump ou ailleurs qui vont se mettre à dire la science, c'est pas correct, c'est parce qu'on soupçonne que cette science sert des intérêts douteux, qu'elle a dérivé de sa fonction générale de service à tous vers le service de certains plus riches, plus forts, etc. Alors, à mon avis, revenir à ceci en disant la science doit servir à tous, elle doit être accessible à tous, elle doit servir également tous les continents, comme l'a dit Bonaventure, pas seulement les uns, c'est très, très, très porteur et je pense que c'est ça que fait fondamentalement, pas uniquement ça, mais chaque action du GRIZOF, chaque volet du GRIZOF touche fondamentalement à ça. Et moi, je trouve ça très beau. Et je dirais que plus j'entends parler du GRIZOF, plus je vois ces liens fondamentaux avec ce que font plusieurs institutions en santé, parce que c'est le point de convergence avec la responsabilité sociale de la santé. Ben, plus je m'y intéresse et plus je commence à être beaucoup, beaucoup heureuse d'appartenir au GRIZOF. Alors, félicitations à tous les présentateurs de ce matin et merci encore pour cet éclairage nouveau pour moi, du fait que il faut travailler tous ensemble à renouveler la confiance de tous envers une science universellement bénéfique et pas seulement une science bénéfique pour les uns et indifférente au sort des autres. Merci. Si. Yves, je peux... Yves, je peux faire un commentaire, si tu veux bien. Oui, excuse-moi, oui, vas-y, je t'avais donné la parole, mais mon micro était fermé. Ah bon. Excuse-moi. D'accord. Oui, merci Violaine pour ton commentaire. Et j'apprécie beaucoup que tu fasses le lien, ce que j'avais tenté de faire dans ma dernière diapositive, entre ce qu'on peut appeler l'intégrité et la science ouverte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'ouverture si c'est le grand déballage et le grand déballage de n'importe quoi. C'est-à-dire que la première condition, c'est l'intégrité scientifique à laquelle il faut veiller et on ne peut pas
promouvoir la science ouverte sans essayer de mettre des garde-fous en ce qui concerne l'intégrité scientifique. Alors, si on parle disons des pays, l'Europe ou l'Amérique du Nord, c'est vrai que les grandes sociétés sont très soucieuses de ce problème d'intégrité scientifique. Et puis, il y a des remparts solides, c'est-à-dire qu'il y a des revues qui sont indexées, il y a des comités de lecture, etc. Donc, tout un environnement. Et la science ouverte, dans ce panorama, est très bien balisée. Mais par contre, dans les pays où les choses sont moins bien organisées, où les revues n'ont pas la force, enfin l'audience et les moyens de certaines revues internationales, eh bien les choses sont beaucoup plus difficiles et on peut avoir des dérives extrêmement importantes avec une intégrité scientifique qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on pourrait attendre. Merci. Merci, Étienne. Je vois que Madame Cécile Coulibaly avait la main levée, mais là, je ne la vois plus. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Madame Coulibaly? Oui. Allez-y, la Oui, parole est à vous. bonsoir à tous. Je voulais remercier les initiateurs de cette plateforme, le GRISOF, et je pense que je fais partie. Et pour dire que je m'intéresse à toutes les questions de la science ouverte. Et je suis contente également de retrouver Ma, avec laquelle nous avons travaillé pendant un moment sur l'information de santé. Je continue également de poursuivre l'accès à l'information de santé et à l'information scientifique en général. J'avoue que cette plateforme est bienvenue parce qu'il y a beaucoup de questions, de non-dits autour de la question de la science ouverte. Nous sommes tous en train d'être poussés à adopter des politiques institutionnelles, des politiques nationales, mais il est question que chacun, dans chaque pays, on s'approprie la question selon nos réalités spécifiques. Voilà, on ne pourra pas avoir les mêmes réalités. Tout à l'heure, je suivais une intervention où on touchait à la question des communications orales, qui n'est vraiment pas explicite dans la recommandation, ça c'est clair. Et il appartient à chaque pays, notamment les pays africains, de voir cette question de la littérature orale, de voir un peu les savoirs locaux. Et c'est vrai que la science ouverte est une vraie opportunité, mais il y a énormément de travail à faire. Il faut réfléchir à tous les contours de cette recommandation de l'UNESCO. Et en Côte d'Ivoire, nous initions quelques réflexions. Voilà, je suis contente d'appartenir à la plateforme et je remercie tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Madame Coulibaly. Et puis, je pourrais, si vous êtes intéressé, je vous invite à joindre plus activement le groupe. Envoyez-nous un courriel, soit à moi ou soit à Étienne Lemarié ou même à Bonaventure NV Ondo. Et puis, ça nous fera plaisir de vous accueillir. J'aimerais repasser la parole au professeur Lemay. Je pense qu'elle a la main levée. Après ça, je passerai la parole à Bonaventure MV Ondo. Pour professeur Lemay, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup. Je reviens sur la discussion amorcée avec mon collègue Étienne Lemarié. Oui, il y a un lien directement avec l'intégrité scientifique et oui, c'est le maître mot, je dirais, du temps présent. Ce qu'il faut peut-être ajouter à ce niveau-là, et là, je voudrais ajouter quelque chose qu'on ne discute pas souvent en santé, mais il y aurait une certaine fracture scientifique entre les sciences humaines et les sciences de la santé et les sciences pures actuellement. Parce que cette façon de discuter de l'intégrité scientifique, de la façon traditionnelle, on dit qu'est-ce qui est intègre et on mesure l'intégrité par rapport à un écart. On mesure l'intégrité selon un écart avec une vérité soi-disant universelle. Ça, c'est la façon traditionnelle, la façon ancienne. Mais les révolutions en philosophie des sciences du XXe siècle et en épistémologie ont montré qu'aujourd'hui, ce qui convient, ce n'est plus de mesurer un écart par rapport à une vérité, mais plutôt une adéquation entre des moyens et des objectifs officiels ou des effets officiels recherchés.
Et ça, c'est urgent de discuter de ça au GRISOF parce que ça, c'est considéré comme établi, clair, ça fait consensus au niveau des sciences humaines et sociales, ça fait consensus en philosophie de la science, mais ça tarde à entrer un petit peu du côté des sciences pures. Et ça, c'est une fracture importante à discuter parce qu'on ne discute pas de ça actuellement, cette façon de référer à une vérité soi-disant universelle. Malheureusement, quand on parle d'une vérité universelle, elle est souvent occidentalo-centrée. Alors, à partir de là, il faut être capable de modifier cette façon de mesurer l'intégrité scientifique. Je pense que ça va être important qu'on le fasse au GRISOF. Là-dessus, ben, je suis contente d'amorcer ce débat très important. Merci. Merci, professeur Lemay. Bonaventure, la parole est à vous, est à toi. Active ton micro, Bonaventure. Active ton micro. Voilà, c'est fait. C'est bon, fait. merci. D'abord, merci à ce débat fondamental entre le professeur Violaine Lemay et le professeur Marié. C'est vrai que, comme nous l'avons vu à Libreville, l'interdisciplinarité, pas seulement une interdisciplinarité de surplomb, mais l'interdisciplinarité réelle doit féconder de nouvelles pratiques, doit féconder de nouvelles approches, doit féconder d'autres rapports qui ne soient pas des rapports de domination. Et c'est très important même entre les sciences sociales et humaines et entre les sciences médicales. Mais je voudrais surtout revenir à la suite de ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est une réflexion parce que dans beaucoup de cercles aujourd'hui, on en parle sur les revues prédatrices. C'est vrai quand on en parle, c'est bien. C'est vrai quand Étienne nous dit il y a près de 30 000 revues prédatrices, de le savoir comme ça, c'est bien, mais ça ne nous aide pas et ça n'aide pas les jeunes chercheurs qui sont empêtrés avec cela. Donc, je voudrais poser la question peut-être à May, c'est que, au fond, comment faire aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, j'imagine sur le site du GRISOF, pour tout chercheur qui veut publier quelque chose, de pouvoir trouver sur le site GRISOF, par exemple, une liste de revues prédatrices qui est remise à jour, qui pourrait être remise à jour, justement par rapport aux demandes que reçoivent les bibliothèques, les bibliothécaires, etc. Est-ce qu'on peut penser que ce type d'outil peut être utile? Parce que je pense que quand le mal est dénoncé, quand le mal est affiché, je dirais les voleurs et autres bandits ont du mal à continuer à sévir. Ça, c'est une des questions que je voulais poser. Je voulais aussi rebondir sur le débat sur les savoirs endogènes de Mme Koulibaly. Je pense qu'effectivement, nous avons, notamment dans des pays où il y a, je dirais, des savoirs traditionnels, dans tous les pays, il y en a, mais comment aujourd'hui reprendre ces savoirs, travailler avec les acteurs de ces savoirs pour amener à, je dirais, une autre science équilibrée, une autre science ouverte. Mais peut-être qu'en Côte d'Ivoire, vous avez pu avancer là-bas et que vous avez des pratiques nouvelles. En tout cas, comment cela peut-il se passer chez vous? Voilà les éléments que je voulais apporter au débat ici. Alors moi, je vais répondre concernant les revues prédatrices. Dans le document qu'on avait mis sur le site GRISOF, on avait précisé les instructions, comment éviter et où chercher pour éviter de publier dans une revue prédatrice. Et il y a un lien récent qui a été mis à jour parce qu'il y avait la Beall's List, B-E-A-L, c'est une liste qui mentionne les éditeurs et une liste des revues prédatrices. Alors, chez nous, par exemple, à l'université, on pourra peut-être ajouter un lien de comment chercher sur cette liste pour éviter de publier. On pourrait l'ajouter aussi sur le site, le mettre en relief peut-être sous notre document de revue prédatrice. Mais chez nous aussi, on conseille nos chercheurs d'aller dans Scopus. Il y a un site spécial Scopus, là où il y a les revues indexées. Avant d'aller publier, de vérifier si le titre existe dedans. Comme ça, on limite
les fautes, d'envoyer à des articles, à des revues prédatrices. C'est ce qu'on fait chez nous. Mais en tout cas, on va penser à ajouter ce lien, peut-être le mettre en relief sur le site Grisoff. C'est une bonne idée aussi. Et dans le prochain bulletin. Effectivement, on va D'accord. on va le mettre, on va le publier dans le bulletin et puis on va le mettre aussi à quelque part sur le site du Grisoff pour qu'il soit bien visible pour ceux qui en ont besoin. Merci May et puis merci, bonne Merci. aventure pour ça. Est-ce que nous avons d'autres remarques? Étienne? Si je peux revenir un instant sur ce qu'a dit Violaine tout à l'heure et ce qu'a dit également Cécile Koulibaly à propos des savoirs locaux. Violaine a parlé de vérité universelle et puis Cécile Koulibaly a parlé de savoirs locaux et Bonaventure a commenté au niveau de ces savoirs locaux. C'est vrai que de premier abord, ça peut paraître très loin comme réflexion. C'est pas nouveau, cette histoire de savoirs locaux, en particulier dans le domaine de la santé, comment intégrer les médecines traditionnelles, etc. C'est pas facile et c'est une question récurrente et qui est ancienne. Mais elle se pose de façon différente, je dirais, avec la science ouverte. Parce que ce que disait Violaine tout à l'heure, il y a dans le cadre d'une vérité universelle, eh bien, il y a des fractures qui se constituent, ce que nous devons aborder et il faut voir comment les savoirs locaux. On a parlé de revues, de développement des revues locales, autrement dit du savoir local qui est diffusé. Comment peut-on intégrer la science ouverte, c'est-à-dire la diffusion des savoirs locaux dans ce grand mouvement de la science ouverte? Je crois que c'est un débat qu'on n'a pas eu jusqu'ici, mais qu'il sera nécessaire d'avoir. Je ne suis pas sûr qu'il soit mené dans beaucoup d'endroits. OK. Marie veut intervenir là-dessus. Oui, Marie voulait intervenir. Bon, Après ça, professeur Lemay. juste là, bon, moi je pense que c'est une question excessivement complexe qui mérite vraiment une réflexion théorique parce que ce sont des termes. Il y a le terme de savoir, il y a le terme de science et il y a le terme de science ouverte. Et tout ça, il faut essayer qu'elles ne se confondent pas pour mettre je dirais, à égalité des termes qui ne sont pas dans les mêmes registres. Donc, je pense qu'on ne peut pas trouver des solutions tout de suite. Par contre, engager la réflexion là-dessus, peut-être éventuellement faire un atelier de travail ou voilà, même un colloque où les regards sont croisés, parce que là, c'est une redéfinition de la science. Hein. Les savoirs locaux, comment ils sont appréhendés voilà. Donc, ça mérite tout de même beaucoup de recul. Oui, professeur Lemay, je pense que votre main est levée. Violaine, ta main est levée? Oui. Alors, Vas-y. je dirais avec un grand plaisir à ma collègue Marie Colli que pour certains chercheurs, ce fut le débat d'une vie, ce fut l'objectif d'une vie. C'est probablement l'objectif le moins explicitement discuté par moi parce qu'en général, il n'y a pas de colloque là-dessus. Mais heureusement, il y a eu au CAMES très récemment le premier colloque international du CAMES où ce fut pratiquement l'objet constant de discussion. Et il y a eu la déclaration de Libreville qui fut signée ce jour par tous les gens et où on s'entendait sur des façons nouvelles de discuter de ces choses, sur des concepts, sur des... et par contre, vous dites, on a besoin de beaucoup de distance. Oui, on a beaucoup de... Mais il y a des chercheurs qui ont consacré leur vie et leur carrière, comme moi je l'ai fait. Et il y a actuellement de nouveaux horizons qui sont en train de se construire, qui permettent de redéfinir le rapport à la science à l'aune des révolutions en philosophie de la connaissance du XXe siècle. Et cette déclaration de Libreville sur l'égale potentialité en dignité savante des savoirs endogènes de tous les continents, probablement sera une première
pierre placée dans cette construction nouvelle que j'espère de tous mes voeux voir avancer et voir continuer. Et elle a déjà été traduite en 6 langues, dont arabe, chinois, anglais, portugais, espagnol. Et si je n'étais pas moi-même tombée en convalescence d'une crise épouvantable de malaria, je crois qu'elle continuerait d'avancer. Mandarin aussi. En mandarin aussi. aussi. Ouais, ouais. Alors, c'est ce que j'avais le plaisir de dire à ma collègue Marie Colly, parce que je sais que je n'ai pas eu le temps de lui parler de cette dimension de mes passions à moi, mais je crois que c'est là que le Grisof et mes passions pourront se rencontrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Violaine. Marie, ta main est ouverte. Une dernière remarque rapide parce que nous allons devoir conclure. Ça fait déjà presque 1h30 et puis... Non, j'ai... OK. Voilà, non, la main est ouverte, mais c'est une erreur. OK. Ben écoutez, sur ces quelques mots, ben, j'aimerais d'abord remercier Marie, remercier Bonaventure, remercier Étienne pour cet exposé d'une très grande richesse. Remercier tout le monde qui ont participé aux discussions parce que là aussi, ce fut très riche. Et donc, merci à tous. Et puis, comme on le fait toujours à la fin de nos conférences, on fait nos petites annonces. Donc, je vais faire ma distribution des petites annonces pour vous annoncer que mercredi prochain, le 18, nous aurons une conférence avec un groupe avec lequel on participe, la FIFOG, la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, qui regroupe, je crois, 26 sociétés africaines. Et le thème de la semaine prochaine, ce sont les échappées belles, c'est-à-dire les femmes qui ont survécu aux complications, soit associées à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum, etc. Donc, c'est extrêmement riche. Il y a aussi, en collaboration avec l'Université de Montréal, un duo. En fait, ça va être un quatuor aussi le 18 janvier prochain. C'est, bougez pas, Adhésion et rébellion démocratique africaine et une anthropologue du politique à Montréal, continuité et différence. Suivra le 2 février prochain une conférence Grisof avec le professeur Antoine Ding Yuan. Donc, c'est une conférence en pneumologie, l'exploration fonctionnelle et respiratoire moderne du haut de ses 177 ans. Pourquoi et pour qui en 2023? Et je vous invite à venir, même si vous n'êtes pas en pneumo. Ce monsieur-là est un communicateur absolument exceptionnel. Vous allez adorer, même si vous ne connaissez pas le sujet. Et je terminerai en disant que le 9 février, nous aurons aussi une conférence Grisof, biostatistiques et essais cliniques, donnée par un spécialiste de l'Université de Tours, Bruno Giraudot. Donc, merci à vous. Et puis, sur ces quelques mots, ben, je vous dis à bientôt et je vais terminer l'enregistrement. À bientôt. Merci.